Merci de m'accueillir dans votre enceinte. Donc, eh bien, c'est un président d'un syndicat patronal professionnel comme le vôtre qui est reçu par votre syndicat. Nous échangeons déjà depuis plusieurs années, et notamment Marie-Christine et votre représentante auprès de nous. On a su l'accueillir pas mal de temps, et je crois qu'en fonction des discussions que nous avons, des débats qui ont eu lieu, on a tout intérêt à échanger de profession à profession beaucoup plus souvent. Car je ne suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles de France nous concernant. Ce que je viens d'entendre ici, le débat et la table ronde, c'est une table ronde qui a eu lieu déjà chez nous il y a à peu près 25 ans. Et aujourd'hui, je vois le résultat que vous avez au final qui arrive. Si on n'est pas en capacité, nous-mêmes, de faire notre propre ménage, de respecter nos propres règles, d'autres le feront à notre place. Pour autant, nous l'avons quand même fait chez nous, et pour autant, la peine maximum est en train de nous être infligée. Vous avez tous sûrement entendu parler de la loi Macron. Et la loi Macron est née quand Emmanuel Macron était à Bercy, donc sur le ministre du Budget, et donc il a voulu mettre son nom sur une loi. Et on n'a pas eu de chance parce que les deux professions visées étaient les huissiers de justice et les commissaires-priseurs. Il a mis le nom sur cette loi, il est passé président de la République, et aujourd'hui, le 2 juillet prochain, cette loi sera appliquée. Alors, on ne va pas rentrer dans le tarif tel que, de façon macroéconomique, on va essayer de rentrer pour regarder quelles sont les philosophies. Aujourd'hui, nous avons perdu, nous, notre lien avec la chancellerie. La chancellerie, le ministère de la Justice, ce n'est plus, ça reste notre autorité de tutelle sur le papier, et aujourd'hui, nous avons perdu le contact, et c'est Bercy, le ministère des Finances, qui commande. Donc, au début des lois Macron, l'autorité de la concurrence, qui est un organe de régulation, est venue regarder dans nos études comment ça se passait. On a joué le jeu, on a ouvert nos études, on a regardé quel était le coût de nos actes, on avait vraiment fait le nécessaire. Pour autant, ces gens-là sont arrivés en disant « Vous êtes des officiers publics et ministériels, vous gagnez trop d'argent depuis trop longtemps, ça doit cesser et on va faire le nécessaire. » Et on se trouve aujourd'hui, 8 ans après, et ils ont fait le nécessaire. J'ai un recours au Conseil d'État sur le tarif, notamment, où une des dispositions du tarif chez nous, c'est de dire le taux de marge ne peut pas dépasser 20%. Aujourd'hui, le taux de marge des huissiers de justice en France moyen est de 31,5. Actes et activités monopolistiques et actes et activités concurrentielles comprises. Ça veut dire qu'il va falloir que dans les 10 ans qui viennent, nous baissions nos revenus de 30%. 31,5 à 20, voilà. Et donc, pour ce faire, comment l'État peut nous obliger à ça? Tous les 2 ans, une révision du tarif, alors qui disent à la hausse ou à la baisse. En tout cas, aujourd'hui, pour passer de 31,5 à 20 de taux moyen, on est plutôt sur une tendance baissière. Ils ne peuvent pas nous baisser de plus de 5% tous les 2 ans. Bon. Et puis, l'autre année, c'est la création d'offices. Et nous voyons aujourd'hui la création d'offices. Donc, en fonction des régions, ils regardent quelle est la rentabilité moyenne par région. Vous avez des zones vertes, des zones rouges, des zones libres, etc. Et aujourd'hui, on dit on va créer 5 études ici, on va créer. Alors, quand vous avez malheureusement la chance d'avoir à proximité, ou la malchance d'avoir à proximité de votre étude, je pense à Bordeaux, à Marseille, etc., des énormes études, vous pouvez imaginer que vous avez l'ombre d'une grosse étude et on vous applique dans votre département, même si vous avez une étude plus moyenne et plus simple, eh bien vous allez quand même vous taper les créations. Donc c'est là où il faut faire très attention, et j'entends ce qui a été dit et la table ronde. Pour autant, chez nous, les contrôles de comptabilité sont drastiques, ils sont tous les ans. Le contrôle de comptabilité se fait à la charge de la responsabilité du président régional et des contrôleurs. Si les contrôles ne sont pas bien faits, c'est pénal, pour eux comme pour nous. Lors de ces contrôles, c'est à la fois la représentation des fonds, bien évidemment,
le respect du tarif et la déontologie. Aujourd'hui, on a 6 peines prévues dans notre de sanctions. Les 3 premières peuvent être affligées par les chambres régionales, et après c'est le procureur de la République. Et les messages qui sont passés, c'est de répondre très rapidement aux plaintes, parce qu'en plus, très souvent, il n'y a pas forcément de justification, c'est plutôt des complaintes. Dans le département dans lequel je suis, on est à peu près 70 huissiers sur un département relativement grand. On doit avoir entre 13 et 14 réclamations par an. Donc c'est très très faible. Ça veut dire que le tarif est respecté. S'il n'est pas respecté, on en prend plein de figures, etc. Donc il y a une autodiscipline sur laquelle, pourquoi? Parce que derrière, on parle, le mot transparence a été très souvent utilisé. Le monde a changé, nous avons changé de paradigme. Je vous apprends à rien. C'est juste aujourd'hui la communication, l'Internet, les études aujourd'hui sont notées sur Google en étoiles, etc. Donc on va mettre longtemps à avoir une honorabilité dans la profession et à travailler, et en une fraction de seconde, on peut être descendu sur... Donc vraiment, je vous incite à ce que ces contrôles, et en tant que syndicat patronal, vous avez la possibilité tous, parce que je pense que c'est votre envie pour en discuter avec les uns et les autres, de faire changer les choses. Si vous-même, vous ne prenez pas votre destin, nous on l'a pris à moitié. Et même en l'ayant pris à moitié, l'appel, alors heureusement vous n'avez pas, Emmanuel Macron est français, ne peut pas devenir demain Premier ministre belge, vous avez de la chance. Mais voilà, voilà, les perspectives qui sont données pour l'avenir sont quand même, et vous savez que les pays se parlent, l'Europe est là, et qu'on regarde ce qui est fait ici ou là. Donc si vraiment, réellement, vous ne mettez pas en place un certain nombre d'éléments et d'autorégulation, la peine sera maximale. Est-ce que vous avez des questions particulières? Parce que l'idée aussi, c'est que quand on a ce débat-là, c'est d'avoir des échanges. Je ne suis pas là pour vous venir crachoir pendant une demi-heure et vous dire la bonne parole, etc. Mais bénéficier de cette expérience qui aujourd'hui, je peux vous assurer, quand vous recevez ça, alors que quand l'autorité de la concurrence nous dit vous ne pouvez pas, votre taux ne peut pas dépasser 20%, le législateur, lui, a dit mais il faut étudier les coûts pertinents et les marges raisonnables. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je prône pour un plan comptable, une architecture comptable divisée en 2, si c'est possible chez vous, il faut peut-être y penser, d'avoir d'un côté les actes et activités monopolistiques, de l'autre côté les actes et activités concurrentielles, bien évidemment le résultat est consolidé, mais ces fameux 20%, moi je veux qu'ils me soient appliqués uniquement sur les activités monopolistiques. L'État ou l'autorité de la concurrence n'a rien à voir sur les activités de recouvrement amiable, de gestion d'immeubles, de vente aux enchères, etc. Donc ça c'est très important, il y a des principes, et je pense qu'il faut anticiper, également vous, d'avoir des cabinets d'audit qui viennent regarder précisément, parce qu'on dit mais vous gagnez trop d'argent, ils disent attendez, tel et tel acte qui sont mon obligation d'officier public et ministériel, je perds de l'argent. Je vous donne un exemple. La signification d'un acte pénal chez nous, c'est 4,50 €. Je perds 400%. Une assignation d'émolument 1, c'est 18 €. Je perds 350%. Alors, c'était le système à la française. On perd d'un côté, on gagne de l'autre, et tout va bien, tout le monde était content. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand vous n'avez que des comptables qui arrivent et qui gèrent la justice, ces gens-là ne savent absolument pas que nous faisons des représentations gratuites en saisirait sur salaire, que l'on va procéder aux enchères d'immeubles derrière et on passe 3 heures, 4 heures à côté des magistrats simplement pour pousser un bouton pour faire monter l'enchère et que c'est totalement gratuit, etc., etc. Donc il y a un moment, sauf que quand vous dites, vous avez les lois Macron qui sont là présentes, et vous avez 24 mois de Covid, comme vous l'avez vécu. Aujourd'hui, on est à moins 45% de chiffre d'affaires dans les études chez nous en France. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont menacés, certains s'en vont, ils vendent leurs appartements, etc., qui sont à la botte de leurs parents.
ma vice-présidente, jeune, une fille dynamique, que Marie-Christine connaît, qui a une belle étude à Dijon, ils sont tous en train de travailler, je joue pas au golf l'après-midi. Aujourd'hui, on a été reçu par Éric Dupond-Moretti début janvier à la chancellerie, et elle dit, monsieur le ministre, je vous ai apporté mon CV, si vous avez un poste pour moi, je le prends. Aujourd'hui, j'ai 4 000 € de remboursement et je ne peux me dégager que 2 000 € dans mon étude. C'est la réalité quotidienne que nous vivons. Donc vous voyez, si on n'est pas... On a eu un temps, on a vécu l'âge d'or. Moi, j'ai acheté l'âge d'or de ma profession, je me suis installé en 91, c'était les années fric, c'était génial, tout passait bien, etc. J'ai eu la chance d'arriver, de la rembourser et après de faire le parcours qui est là au bout de 30 ans aujourd'hui. Donc on a quand même une certaine expérience de ce qui s'est passé. L'âge d'or, il y a un moment, maintenant il faut que... Alors après, vous avez également la possibilité, et en ayant discuté également avec les uns et les autres, vous avez peut-être des freins à vous associer ensemble, vous mutualiser. Je vous donne un exemple. Je ne dis pas ce que j'ai fait est bon, c'est ce que l'on a fait pour répondre à une certaine problématique future. Donc, on a aujourd'hui 8 études en Île-de-France, parce que l'Île-de-France-Paris, 16 millions de personnes, c'est compliqué à travailler en termes de déplacement, etc. Donc on n'a pas instrumentalisé, on n'a pas acheté, j'ai pas un huissier salarié qui gagne 3 000 € dans un coin, et on s'est tous mis à égalité, on a mis en commun des moyens, des règles de travail pour essayer de passer au mieux tout ce qui est arrivé. Et pourquoi? Parce que, et c'est ce qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant, il faut étudier la stratégie d'offre de vos clients. Qu'est-ce que souhaitent vos clients? Comment ils souhaitent de quels services ont-ils besoin? Trop souvent, parce que notre métier, notre formation, les gens suivent, fait que les huissiers de justice, on dispose de prérogatives, etc. Ok, c'est très bien. Et on n'est plus dans les années siècle dernier, hein, on est en 2022. Et donc aujourd'hui, on va peut-être analyser une autre façon de présenter le métier. Quelle est la stratégie? On en est amené, nous, quand on voit le tarif exempt que nous avons, à dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps un tarif au forfait pour certaines procédures? Parce que je sais que si j'ai un titre, la signification et son premier acte d'exécution, si éventuellement on me donne 250, 300 €, je vais être très content. Si je dépasse, eh bien c'est à ma charge, si le débiteur paye, tant mieux. Il y a peut-être un certain nombre de réflexions à avoir pour sortir au jeu, etc. Nous, en matière de recouvrement amiable, les frais sur le débiteur sont interdits. 0, on ne prend que sur le créancier. Vous voyez, on est déjà allé très très loin dedans, donc on a reculé au maximum le montant des frais. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, et ça c'était la grande phrase d'Emmanuel Macron, c'est que vous devez respecter le consommateur, comme si le consommer du droit et consommer de l'huissier était la même chose que consommer des produits de la grande distribution. Ça veut bien dire, il y a vraiment un signe, ça veut bien dire que la finance est arrivée aujourd'hui, et Bercy et l'État est arrivé aujourd'hui à prendre la main sur nos activités régaliennes. Autre chose en perspective, vous parliez effectivement du radar, du flash, de l'envoi direct, etc. Et nous, on est déjà peut-être bien plus loin. Parce qu'aujourd'hui, 20% de notre chiffre d'affaires sont menacés. Aujourd'hui, le recouvrement des cotisations sociales et le recouvrement de l'ensemble des produits de l'État vont être mis dans ils vont appeler ça France Recouvrement. Ils vont procéder de la manière suivante: notification par lettre recommandée, via tiers détenteur, et un 0800 pour finir. Alors je crois qu'il faut vraiment, moi je suis un passionné de mon métier, des valeurs qu'il a, et j'ai pu m'entretenir avec le journaliste tout à l'heure, au tout début, où je sentais qu'il voulait peut-être un peu... mais nous sommes un amortisseur social, la présence humaine sur le terrain, le maillage territorial. Bon, nous on a un pays peut-être un peu plus grand, on a déjà des vallées où il n'y a pas grand monde. Si en plus le cabinet d'huissier qui là s'en va et que tout est restructuré sur les grandes villes, on perd un grand nombre de choses, alors qu'on voit la volonté des gens de revenir justement vers les campagnes, de revenir vers une vie plus simple, etc. Mais l'État, lui, est toujours à contre-courant, il continue à vouloir centraliser. Bon, bah, faut pas s'étonner à un moment, vous savez, quand les Gilets jaunes sont arrivés chez nous, si on analyse symboliquement pourquoi les gens se mettent à un rond-point, normalement, quand vous prenez un rond-point, c'est pour trouver une sortie.
Quand vous n'avez pas de sortie, vous tournez en rond et vous restez là. Il y a un certain nombre de gens, psychologiquement, et je ne défends pas cette thèse-là, mais je vois parce que c'est aussi des gens que nous croisons tous les jours. Et dans les Gilets jaunes, il n'y avait pas non plus que des logistes, etc. Il y avait des artisans, des commerçants qui travaillent et qui ont du mal à joindre les deux bouts qu'on voit tout le temps. Sauf comme je dis la chose suivante, on est l'une des seules professions, je pense vous et nous, à ne pas être écoutés, parce qu'on a pourtant on a des pieds au milieu du salon, des pieds au milieu de l'entreprise. Mais jamais on nous demande comment l'État, comment la société fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc c'est, pour avoir échangé avec votre président assez souvent, c'est à nous, syndicats patronales professionnels, de prendre le maillet, de prendre la parole, d'essayer de faire changer les choses et d'emmener avec nous l'ensemble des confrères et que ce soit intergénérationnel. Parce que je ne peux pas entendre de dire, bah, de toute façon, moi je m'en fous, j'ai encore 3 ans à faire, je partirai, etc. Non, il y a une transmission, c'est un métier, il y a des jeunes qui sont ici présents, et il faut travailler sur cette jeunesse, en tout cas, et puis ça n'est pas qu'un mot, il faut aussi les prendre avec nous, les accompagner, leur transmettre et les aider. Voilà le portrait que je vous dresse, qui est un peu pessimiste, alors je suis un réel optimiste, mais je deviens un peu plus réaliste au fil du temps aujourd'hui. Avez-vous des questions particulières? Oui, Marie-Christine. Oui. Moi, je me pose quand même une question face à tout ça. J'aime beaucoup les Français, hein, mais je ne suis pas convaincue que vous soyez plus vertueux que nous. Donc, je me pose la question de savoir comment vous en êtes arrivé, parce que nous, on a vraiment besoin de modifier de notre structuration finalement et d'assainir la profession. Comment en êtes-vous, arrivez-vous au jour d'aujourd'hui, par quel dispositif, à ce que finalement il n'y en ait pas qui aille puiser dans les comptes de tiers, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter en aparté, mais effectivement chez vous c'est la casse-prison. Comment est-ce que vous en arrivez aussi à parvenir finalement à mettre en place des structures finalement très collaboratives, où finalement ce n'est pas comme nous on le vit ici, une structure qui se développe de façon finalement un peu pyramidale et qui finalement rachète et se retrouve avec des ouvriers finalement. Hein, les suppléants finalement, certains huissiers nommés aujourd'hui chez nous sont les ouvriers de grosses structures. Concrètement parlant, comment est-ce que vous avez réussi à mettre les choses en place? Alors, deux questions en une. La première, c'est l'application des textes. Déjà, nos instances font respecter la règle. Un confrère qui, effectivement, ne respecte pas le tarif, alors je ne parle même pas de la représentation des fonds, enfin, je veux dire, là, on est sur c'est la base. Si on n'a pas ça, c'est voilà. Donc, les contrôles de comptabilité qui sont faits, les rapprochements bancaires sont faits au jour le jour. Donc on connaît exactement, et la remontée des fonds se font par un switch le soir dans nos systèmes informatiques et on sait exactement où on en est. Si vous n'avez pas ça, nous sommes dépositaires de comptes tiers, il faut arrêter ce métier. Encore une fois, je ne suis pas un donneur de leçons, ce n'est pas le sujet. Je dis simplement que malgré tout ce que nous avons pu faire, on nous applique quand même la peine maximum. Donc je dis, il est urgent, quand je discute un peu entre vous, il est urgent de faire un peu bouger les choses. Donc, c'est simple, vous avez, je ne sais pas trop comment fonctionne la discipline chez vous, mais si vous avez des chambres régionales ou départementales, etc., bref, il y a des présidents qui ont normalement un pouvoir de discipline, il faut le faire, et puis quand ça ne va pas chez nous, nos présidents transfèrent au PROC. Et puis derrière, le dossier est instruit à la Chambre nationale, et on voit effectivement, on n'est pas là pour enterrer les confrères, bien au contraire, il y en a certains qui ont eu des difficultés qu'on sauve, etc. Parce que c'est pas le fait de règlement de CEPA au Pécoral, hein. On ne tire pas en disant tiens, il est tombé, c'est super, je vais prendre sa place. Pas du tout. Mais voilà, les dérives qu'on avait, des 2 millions, 3 millions, 10 millions qu'on a eu il y a 25 ans, c'est fini. Donc voilà, ça c'est déjà la première étape. Et puis après, pour répondre aux associations de consommateurs, à toutes les associations de défense, etc., la multiplicité des frais, c'est terminé. Voilà, on essaie de rappeler un truc de temps en temps, etc., où il y a une petite dans le texte, mais il y a c'est à la marge. Et de toute façon, nos créanciers aujourd'hui contrôlent, parce que le contrôle il est dans les deux sens, hein, mais vous êtes aussi contrôlé par vos créanciers qui vous disent dans cette procédure-là, vous allez faire que ça et ça, à quel taux, et ils payent les gens chez eux pour recalculer, voir si on a pris l'émolument 1, l'émolument 2, si on a bien respecté le tas. Enfin,
c'est hyper cadré, quoi. Donc il faut se mettre dans cette condition. Ça, c'est la première réponse en disant comment on fait pour faire respecter la règle, et on doit être tous solidaires. Si on n'est pas tous solidaires, forcément, on emmène la profession de catastrophe. Et puis après, pour la deuxième question, comment on fait pour se regrouper? Ça a été mon cheval de bataille. J'ai fait 10 ou 12 réunions en province. Je suis venu avec un banquier. Alors, on a nous, Interfimo, qui finance, qui est au Crédit Lyonnais, et qui finance 66 organisations professionnelles. Et ils nous ont expliqué la mutation, parce que soit effectivement on est malheureux et on se dit mince, ils en veulent à tous les huissiers d'Europe, ou alors on regarde l'ensemble des professions, déjà dans son propre pays, et nous on a pris en exemple la biologie ou la pharmacie. Comment ça a fonctionné? Ils se sont regroupés parce que derrière les tarifs diminuaient, il fallait faire de la rentabilité, il fallait trouver des marges de croissance, et que si on reste seul dans son coin avec une étude où on est 1 ou 2 et 5 collaborateurs, vous avez beau ramer toute la journée, etc., vous êtes limité à un certain nombre d'actions. Si vous commencez à vous faire confiance les uns aux autres, dans tiens, j'en ai un qui est au nord de Bruxelles, l'autre il est au sud, le troisième il est là, l'autre il est plutôt près d'Anvers, etc., est-ce qu'on peut penser à faire quelque chose ensemble? Voilà, commencer peut-être par des groupements d'intérêt économique avant de réellement être et puis après, est-ce que nous on a la possibilité, ça c'était un des avantages de l'école Macron, c'était la possibilité de créer des véritables sociétés commerciales qui nous permettent effectivement d'avoir. Mais l'idée chez nous, c'était pas d'avoir des études à potentat et écraser l'ensemble de la France. Déjà le pays est assez grand, donc il faudrait avoir beaucoup d'argent, et je pense que si on a beaucoup d'argent, on n'investit pas forcément dans notre profession, il y a peut-être d'autres rentabilités meilleures dans d'autres secteurs aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est une réflexion aussi que vous devez avoir, vous devez vous faire confiance entre vous, et moi, mes associés, je les ai trouvés où? Je les ai trouvés ici, je les ai trouvés dans un syndicat patronal professionnel, parce qu'on partageait les mêmes valeurs, ça faisait 10 ans, 15 ans qu'on traînait nos culottes sur le truc, ça faisait 10 ans, 15 ans qu'on n'était pas content de notre chambre nationale, pas content d'un certain nombre de choses, on s'est fédéré et on a trouvé une solution. Donc voilà, ça c'est un message d'espoir, je pense qu'ici, vous avez vos futurs associés qui sont là présents, vous pouvez peut-être bâtir de belles stratégies. Bon, j'entends bien que le micro fonctionne. Mais pour faire des structures semblables, il faut établir une confiance, il faut établir une confiance. Alors, plus près. Je dis pour établir la confiance, il faut déjà que financièrement, chacun puisse apporter la transparence de ses comptes. Bon, vous avez visiblement des règles en France qui sont suffisamment draconiennes pour que cette confiance puisse l'être, ce qui n'est malheureusement pas vraiment le cas chez nous, où je dirais le contrôle des études se limite aux comptières, par un contrôle une fois tous les 5 ans. Quand j'entends que vous êtes contrôlé chaque année, j'aimerais voir un peu en quoi consiste le contrôle d'une étude en France. Parce que chez nous, clairement, ce qui est fait est plus qu'insuffisant. On ne touche pas l'aspect déontologique, on ne touche pas l'aspect comptable, on ne vérifie qu'une chose, c'est si le compte tiers est en équilibre. Point. Alors, on a en plus des contrôles, je vais parler des contrôles inopinés, qui sont de l'ordre de 2 et que votre contrôleur vous appelle le matin en disant tiens, tu peux m'envoyer ta balance? Donc, c'est possible, ça se fait. Et donc, il faut une rigueur. Alors, pour s'associer, effectivement, il faut qu'on ait, c'est très simple, il y a des cabinets d'audit comptables, et là, il faut être transparent. Si on veut s'associer, on doit être transparent l'un vis-à-vis de l'autre. On étudie des scènes, tu viens quand tu veux, toi-même tu contrôles et t'emmènes le contrôleur, l'expert comptable que l'on dépêche pour ça. La même chose de l'autre côté, on est compatible. Alors, les règles, créer des statuts et une SAS, etc., c'est relativement simple. Il faut signer un pacte d'associés. C'est la règle entre nous. S'il n'y a pas de pacte d'associés, ça ne sert à rien. Vous prévoyez le nombre de vacances, vous prévoyez la voiture, vous prévoyez l'assurance sociale qui va avec. Nous devenons une entreprise. Il faut aujourd'hui, avec les matières que nous avons et le profil de nos études aujourd'hui,
On va devenir des entreprises, il faut se comporter comme des chefs d'entreprise. Nous restons absolument officiers publics et ministres. Quand je tenais ce discours-là il y a 15 ans, de toute façon, toi, ça veut dire que tu es en train de me dire que je fais mal mon métier? Non, je le fais à la règle et au cordeau. Pour autant, on peut se permettre, on a une partie réglementée, bien évidemment, que l'on respecte, on a une partie hors monopole, que l'on doit absolument développer. Et chez nous, vous apercevez que en 10 ans, 15 ans, c'était 80-20, monopolistique hors monopole, et aujourd'hui, on est plutôt sur 50-50. Alors en chiffre d'affaires, mais vous apercevez que en bénéfice, les 50%, si je suis à 50-50, ben je vais peut-être générer que 20% de bénéfices sur les 50% du monopole, ce qui me coûte très cher parce que la législation est draconienne, je fais plein de choses gratuites, etc. Et que ben je vais quand même là, et le fait d'avoir la double peine chez nous et de ne pas faire de la différence autour de la concurrence et qui mélange les deux, là aujourd'hui c'est là où on doit pouvoir intervenir et leur prouver qu'effectivement il va falloir aussi monter nos tarifs parce que les études, c'est pas qu'ils ne veulent plus, c'est qu'ils ne peuvent plus. Alors de temps en temps on a mis la grève du pénal chez nous, on va faire la grève du pénal. À l'époque aujourd'hui avec un Emmanuel Macron, il nous fait ça, réquisition tout de suite, donc et puis c'est même pas la peine d'essayer. Donc il faut essayer d'être intelligent, il faut travailler, il faut s'entourer de conseils et arriver à produire des documents et des chiffres, c'est ça qu'on doit travailler. C'est vraiment ça. On peut se plaindre ici, on peut faire des choses, mais il faut essayer d'apporter les preuves de notre bonne foi, de les faire mesurer et de se servir des cabinets d'audit, d'avocats, etc. et de s'entourer de professionnels. C'est indispensable. On est dans un monde qui est de plus en plus professionnel, de plus en plus spécialisé. Et nous, on voudrait continuer à être... Ben, c'est vrai que quand je suis arrivé nommé le 7 janvier 91, j'étais heureux, on faisait nos trucs, on faisait machin, etc. Ça a un peu changé. Bon, ben, le métier peut rester encore passionnant si on nous permet de gagner encore un tout petit peu d'argent et de pouvoir aller au bout. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il faut se réinventer tout le temps. Voilà, c'est ça aussi. Le temps est fini.